Bonjour à tous et bienvenue sur Combat Futur, le podcast de son commandement. L'intelligence artificielle a-t-elle envahi nos vies? En tous les cas, nos conversations. Oui, les armées s'intéressent au sujet depuis longtemps, mais c'est surtout depuis le rapport de la Task Force Intelligence Artificielle en 2019 qu'une feuille de route s'est déroulée. Le lieutenant-colonel Jens Beetle, data scientist à l'état-major de l'armée de terre au bureau numérique, va défricher avec nous ce territoire en perpétuel mouvement. Mon colonel, bonjour. Bonjour. Data scientist, déjà, est-ce que vous pourriez nous expliquer quel est ce nouveau métier et particulièrement quelles sont ses spécificités dans l'armée? Data scientist, ça correspond à un poste. Donc on a bien le mot data et scientist. Donc data, c'est celui qui va s'occuper de la donnée, sans surprise. Et le data scientist, on va dire, c'est l'ingénieur de la donnée qui va permettre de mettre en place, de construire des algorithmes liés ou mettant en œuvre de l'intelligence artificielle. Donc c'est un domaine qui va appliquer des techniques mathématiques à la donnée qui est à disposition et qui va choisir, on va dire, la bonne méthode pour trouver un résultat, pour mettre en œuvre un algorithme utilisant de l'intelligence artificielle. Imaginiez-vous, au départ de votre carrière militaire, mener ce genre de recherche? Alors, j'ai toujours été assez proche des sciences et sans être orienté dès le début sur l'intelligence artificielle. Voilà, quand je suis rentré dans l'armée, j'avais déjà une licence de mathématiques. L'armée m'a permis de passer un diplôme d'ingénieur en informatique. Après tout un premier temps de carrière dans les forces, puisque j'ai servi au 35e régiment d'infanterie de Belfort, donc dans l'infanterie en tant que fantassin, le passage en deuxième partie de carrière m'a permis de compléter cette formation scientifique par un Master 2 en data science. Et c'est de ce fait-là que je suis devenu data scientist à l'état-major de l'armée de terre. Donc c'était pas initialement dans le programme, mais tous les éléments successifs, que ce soit au niveau technique, c'est-à-dire mathématiques, informatique, mais aussi au niveau fonctionnel, parce que c'est une partie importante du besoin, m'ont permis d'arriver aujourd'hui sur ce poste avec les compétences qui sont nécessaires. Il y a nécessité de connaître les forces pour être un bon data scientist dans l'armée. Oui, en fait, c'est une des permanences de toute l'approche scientifique. La meilleure approche, le programme le plus efficace ne sera pas vraiment efficace s'il ne correspond pas à un besoin. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, on traite vraiment des besoins, on cherche à y répondre et il faut bien le comprendre, ce besoin. On va dire que le driver, c'est la question qui nous est posée, le sujet à résoudre et notre travail, c'est bien d'allier des compétences techniques qui échappent, on va dire, au chef qui va commander les opérations, mais pour lui proposer une solution qui est compréhensible et qui répond bien sûr aux besoins. Alors vous sortez de scolarité, je crois. Quelles sont les compétences que vous êtes allé chercher? Alors ça fait en effet une année que je suis en poste seulement. Donc lors du Master 2 en data science, personnellement déjà je cherchais juste à prendre un échelon supérieur dans la compréhension des processus et leur amélioration. Clairement, le data scientist, c'est celui qui fait le lien entre la technique et l'organisation et de voir comment on pouvait améliorer l'organisation en place. C'est quelque chose qui m'intéressait et le lien, bien sûr, avec la science n'était pas étranger non plus à mes motivations. Mais c'est surtout, on va dire, au niveau fonctionnel, la possibilité d'aider un chef qui est au commandement, de l'aider à s'appuyer sur la donnée qui lui est mise à disposition. C'est surtout ça qui m'a motivé dès le début à prendre cette voie, clairement à faire parler la donnée et pouvoir présenter un résultat avec ses forces et ses faiblesses, mais en toute intégrité par rapport aux données qui sont là, comment vraiment les valoriser et aider le chef à prendre une décision. On est vraiment dans l'aide à la décision fondamentalement, et donc ça concourt à la liberté d'action du chef. On va lui proposer une solution, on va lui proposer une façon de remplir une mission, là où dans d'autres composantes, les moyens sont déjà en place. Prends toujours le triptyque économie des forces, concentration des efforts, liberté d'action. Donc là, bien sûr, moi je suis vraiment dans cette liberté d'action. On va améliorer la liberté d'action du chef. Dans les deux autres dominantes, que ce soit l'économie des forces, on a de plus en plus de moyens qui se mettent en place, même s'ils sont par nature toujours comptés. Mais on a des munitions rôdeuses, on a des nouveaux assets qui permettent d'avoir une économie des forces qui s'améliore
même si ces moyens sont comptés, j'ai dit. Et de l'autre côté, la concentration des efforts me semblait déjà bien faite, puisqu'il y a déjà cette synergie des transmissions qui permettent d'apporter une visualisation de la situation et de concentrer des efforts. En regardant ça, je me suis dit, la liberté d'action du chef, pour l'instant, elle se fait un peu au feeling. Le chef va décider selon son appréciation du moment, et mon travail de proposer une solution technique qui est liée à la donnée m'intéressait beaucoup. Vous parlez parfois aussi de méthode d'élaboration d'une décision opérationnelle tactique. C'est la méthode qui est utilisée par les officiers d'état-major. Il y a eu des articles récemment qui nous révèlent que dans le futur, peut-être même maintenant, l'intelligence artificielle va être utilisée. Mais est-ce que l'officier d'état-major du futur devra encore apprendre le processus d'élaboration des ordres? Oui, sans aucun doute. Sans aucun doute, clairement. En fait, la méthode, comme vous le dites, c'est bien une méthode. Donc, elle prend un état-major ou un commandant d'unité à un niveau pour l'amener à un autre niveau. Le niveau final recherché, enfin l'effet final recherché, c'est bien sûr de pouvoir prendre une décision. Et pour prendre une décision, on va dire, ce qui importe, et là je cite un peu Saint-Exupéry, mais ce qui importe, c'est surtout d'aller vers cette solution et pas seulement d'être arrivé. Clairement, lorsqu'on applique la méthode, même au niveau individuel du commandant d'unité, il faut bien réaliser tous les paramètres de la mission. Et ce qui est très important, c'est que tout ce qu'on a fait en planification, les conclusions qu'on a tirées sur les impératifs, les contraintes et les caractéristiques propres de la mission à réaliser, vont permettre aussi de faire une bonne conduite de la mission. Et donc, ne serait-ce que par ce lien, où donc la méthode, c'est vraiment une méthode de planification militaire, les conclusions, il faut bien savoir les intégrer pour pouvoir bien réagir en conduite. Donc demain, on pourra peut-être imaginer une intelligence artificielle qui fasse les deux, c'est-à-dire qui permette de s'entraîner ou de proposer quelque chose en planification et qui soit toujours branché au système pour aider le commandement à réagir en conduite, parce qu'il y a toujours des cas non conformes, bien sûr. Mais aujourd'hui, on est sur ces développements de briques qui permettent bien sûr d'accélérer le rythme de la décision, mais aussi surtout de faire comprendre ce que le chef doit comprendre lors de la phase de planification. Clairement, on est dans le domaine de l'IA de confiance, où il faut comprendre ce qui est fait, et le degré d'automatisme qu'on cherche à appliquer à la méthode correspond aux besoins. Une intelligence artificielle qui fait tout, qui vous déroule la méthode, c'est envisageable. Il y a des systèmes de règles qui permettent de brancher une intelligence artificielle sur ces règles et avec un dataset d'entraînement, on va dire une cinquantaine d'ordres d'opérations qui sont déclinés d'un niveau N à un niveau N-1, vous pouvez entraîner une intelligence artificielle et elle vous donnera un résultat. Et c'est ça qui est trompeur, c'est que l'intelligence artificielle vous donnera toujours un résultat. Quand vous interrogez les derniers programmes d'IA, ChatGPT pour pas le nommer, parfois il vous dit, il vous suggère des choses et vous le présente sous forme de suggestion, mais pour l'œil non averti, c'est quand même une proposition. Et lorsqu'elle vous vient de l'extérieur, souvent elle a tendance à s'appliquer plus que de besoin. Donc là, on est vraiment dans l'IA de confiance pour la méthode. Il faut que celui à qui on propose la décision sache pourquoi on lui propose et quelles sont les limites, parce qu'il y a toujours des limites, les limites de la solution qui lui est proposée. Donc on est vraiment sur cet aspect d'explicabilité où qu'on soit commandant d'unité, officier d'état-major, etc. Si mon intelligence artificielle ne me permet pas de bien prendre en compte toute la mission, elle ne me sert à rien. Une question sur l'intelligence artificielle, par exemple dans ces processus d'élaboration des ordres, c'est est-ce qu'une intelligence artificielle peut être prudente, juste ou courageuse ? Alors, c'est une question un peu difficile parce que tous ces termes ont des définitions particulières et clairement l'intelligence artificielle, il faut bien la connaître. Clairement, au risque de renfoncer le clou, mais c'est une histoire de spécialiste parce que on est vraiment lié aux données. Vos données sont biaisées, votre solution proposée par une intelligence artificielle sera biaisée. Il y a le lien qui est direct et l'intelligence artificielle ne créera rien en plus par rapport aux données qui lui sont fournies. Elle fera des liens par rapport à des dimensions que l'humain n'aurait pas fait ces liens, l'humain ne l'aurait pas fait, mais par exemple un réseau de neurones va vous mettre des poids de décision qui ne sont pas ceux de l'humain, mais en établissant des corrélations internes au sein des dimensions que l'algorithme va trouver comme importantes dans les résultats, elle va vous proposer une décision. Donc il faut bien comprendre les données pour pouvoir dire, voilà, là-dessus, finalement, on va pouvoir être correct dans telle situation. Si par exemple, on entraîne une intelligence artificielle sur des données, voilà, dans le cadre de combats de type symétrique, contre des forces blindées, etc., cette IA, cette intelligence artificielle va donner des résultats corrects
par rapport aux données donc sur un ennemi, sur des cibles de type char, etc. Par contre, si vous lui proposez un ennemi avec du pick-up, avec d'autres catégories de moyens, ou même dans un autre environnement, entre l'Afrique et l'Arctique par exemple, cette IA sera beaucoup moins performante. Elle vous donnera un résultat, mais le fait que, connaissant les données d'entrée, vous verrez qu'elle sera moins pertinente dans d'autres domaines d'emploi. Alors mon colonel, ces données, on l'a compris, elles sont précieuses pour vous. Alors comment les protégez-vous ? Alors la donnée au niveau tactique, elle est protégée par le système. C'est-à-dire que l'information, lorsqu'elle passe en fréquence radio, elle est cryptée. Donc elle est protégée, on va dire physiquement. La nature même de l'information est protégée. Mais ensuite, dès qu'on enregistre cette donnée, on y applique un niveau de classification qui correspond à l'opération. Et l'opération, si par exemple elle est de niveau diffusion restreinte, les données seront de cette même façon diffusion restreinte. Et après, l'impact majeur pour nous en tant que data scientist, c'est qu'il faut travailler en interne militaire sur des supports qui sont classifiés, qui correspondent à la classification de la donnée, pour nous permettre de construire un outil qui mettrait en œuvre de l'intelligence artificielle. Et de la même façon, cette intelligence artificielle récupérerait, hériterait de la classification des données sur lesquelles elle s'est entraînée. Donc si par exemple j'ai des données qui sont secret défense, mon intelligence artificielle est secret défense, et j'ai beau vouloir m'inspirer de méthodes civiles et de jeux d'entraînement éventuellement civils, il me faudra déjà les spécifier à la nature militaire et les travailler dans un environnement pour accéder aux données du secret défense, dans un environnement qui est secret défense. Donc c'est travaillé chez nous. Et ces données, est-ce qu'elles sont aussi traitées par ordre d'importance ? L'intelligence artificielle va connaître la sûreté de ces données et la comprendre ? Je ne pense pas qu'une intelligence artificielle ait connaissance de cet aspect transverse, qui est lié à la façon de donner, et elle n'a pas... on ne donne pas conscience à une intelligence artificielle du domaine dans lequel elle évolue. Alors, nous serions intéressés d'avoir un exemple concret de déploiement et puis des technologies que vous utilisez au quotidien dans ces déploiements. Alors, tout simplement, on peut prendre deux exemples. Un exemple d'optimisation de la donnée, et qui vous montrera que la première, on n'est pas obligé toujours d'avoir de l'intelligence artificielle pour répondre aux besoins du chef, mais lorsqu'il y a eu certaines réarticulations de dispositifs l'été et l'automne dernier en Afrique, il s'est agi de croiser certaines sources de données pour fluidifier toutes les opérations logistiques qui se sont faites dans la bande sahélienne. Les données étaient liées au système d'information propre. Par exemple, l'armée de terre avait son système d'information logistique. Les directions et services interarmés avaient aussi leurs données. Et par contre, ces réarticulations concernaient le commandement. Et concernaient donc une partie commune à tout le monde. Et donc, il fallait que ces données se parlent. Et donc là, on ne parle pas d'intelligence artificielle, mais c'est juste un croisement de données pour qu'on arrive à parler de même dimension, qu'on arrive à parler de poids commun ou de position de matériel commun entre différents systèmes d'information. Donc ça, c'est un premier cas d'usage où on a un personnel, un data scientist, qui est formé, qui est depuis quelques années à la section, qui est parti en bande sahélo-saharienne pour aider le commandement, donc sur une mission de courte durée, très courte durée, mais qui a mis en place un outil de croisement de données, tout simplement, qui tournait sur Intradef en particulier. C'est l'environnement de travail traditionnel, le plus partagé, on va dire, au niveau militaire. Un deuxième exemple de déploiement, je reprends l'exemple, on va dire, de l'exercice Orion qui s'est déroulé en 2023, donc l'année dernière, où l'équipe d'appui numérique aux opérations a tout simplement été déployé donc à hauteur de 3 personnes. Donc c'est toujours quelqu'un de formé au niveau souvent formation de spécialité, donc c'est niveau école de guerre, on va dire en deuxième partie de carrière, qui fait le lien, on va dire, avec le commandement et dont la charge, on va dire, est vraiment de transcrire le besoin du commandement comment on va pouvoir le transcrire au niveau technique. Sur qu'est-ce qu'on a besoin, et tiens, telle question va se poser le commandement, comment est-ce que je peux l'apprendre, est-ce que je peux y répondre, et comment je vais y répondre. Ensuite, deux équipiers qui peuvent être data scientists, parce qu'on a beaucoup
plus de data scientist que d'autres capacités à la section, mais plutôt data engineer pour mettre en forme la donnée ou data analyst pour commencer à la préparer ou commencer à mettre en œuvre quelques algorithmes. Donc on a travaillé une question qu'on a relevée donc sur un autre exercice, mais par exemple dans 36 heures, le général qui commandait la division voulait lancer un raid du groupement aéromobile, donc les hélicoptères sur le deuxième échelon de l'ennemi qui n'était pas à sa portée, donc il a besoin d'utiliser les hélicoptères. Par où passer quel sera l'itinéraire le plus idéal, le plus adapté pour aller taper cet échelon ennemi, tout en prenant en compte le positionnement des moyens de défense solaire de l'ennemi et comment on va préparer et conduire ce raid dans la profondeur de l'ennemi. Ensuite, sur les outils qu'on met en œuvre, donc bien sûr, on a entre nos deux oreilles, on a déjà le meilleur outil, puisque voilà, on connaît certaines méthodes, on en utilise plus familièrement certaines que d'autres, mais après, au niveau technique, et là, on travaille encore dessus, c'est permettre cette concentration des données. Donc, on parle de data hub de l'avant, et après, donc ce data hub de l'avant qui est connecté à la boucle tactique. Donc ça, c'est des travaux qui sont en cours pour connecter un concentrateur de données et pouvoir avoir une puissance de calcul correspondant à l'usage qu'on a besoin d'en faire. Donc pour pouvoir répondre à des cas d'usage, faire un algorithme de classification avec les données qui remontent en temps réel, par exemple la situation des forces amies, et pouvoir proposer une adaptation du mode d'action. Donc un data hub qui est connecté au système, qui en récupère les données, qui dispose de la capacité de calcul et qui puisse injecter un résultat à un chef. Donc c'est le cœur de nos travaux, en tout cas au niveau matériel aujourd'hui. L'intelligence artificielle, est-ce qu'elle se décline dans les armées, par arme? C'est-à-dire, est-ce qu'on a une intelligence artificielle plus particulièrement d'aide à l'artillerie, d'autres au génie, encore sur la logistique? Je pense que décliner est le bon verbe que vous avez choisi. En fait, l'IA, ce sont des méthodes. Il y en a des centaines et elles sont groupées en grandes catégories. On parle de classification, de régression, d'apprentissage par renforcement ou d'IA générative. Mais ces procédés sont communs et s'appliquent à plein de domaines, la médecine, l'industrie, la finance, etc. Bien sûr, le domaine militaire en particulier. Donc, c'est des méthodes générales et le boulot que j'ai actuellement, c'est vraiment de choisir la bonne méthode dans ma boîte à outils, on va dire. Chaque méthode a ses besoins. Il y a des méthodes qui ont besoin de plus de données, d'autres qui sont plus frugales, et de choisir donc la bonne méthode. Donc, c'est une méthode par nature qui est générale, mais par contre, vous l'avez bien dit, on peut la décliner. C'est-à-dire qu'en fonction des données d'entrée, si vous voulez faire une IA qui aide un cavalier ou un fantassin, vous pouvez prendre des ordres, par exemple, qui sont des ordres de cavalerie ou de l'infanterie. Si vous voulez aider un artilleur, vous pouvez prendre des données liées à la conduite de tir, d'artillerie, etc. pour correspondre à un besoin d'IA d'artillerie. Donc ça, c'est de façon très générale. Aujourd'hui, au niveau militaire, on est encore sur des phases on va socler les données, on a un gros travail sur les données qui est en cours. C'est-à-dire il faut que ces données soient propres. On a tout un travail qu'on appelle de data engineer, où on va mettre en forme les pipelines, c'est-à-dire les flux de données qui nous permettent de bien les enregistrer sous un bon format et pas seulement sous un format plus libre qu'on appelle souvent le data lake, et justement de pouvoir vraiment capitaliser sur la donnée qui est émise, notamment dans les grands centres d'instruction et de formation, sur les écoles de formation aussi, pour justement créer, renforcer ou créer cette base de données qui nous permettent d'entraîner une IA, ce qu'on fait pour l'instant ponctuellement. Donc oui, on peut décliner une IA selon une arme particulière. Aujourd'hui, au niveau armée de terre, on est vraiment centralisé au niveau du commandement, et souvent c'est le commandement interarmes qui nous permet déjà d'avoir cette centralisation de la donnée et de proposer un résultat typé état-major. Donc on n'est pas dans une spécialisation particulière par arme aujourd'hui, en tout cas à notre niveau. Alors mon colonel, je crois que votre bureau emploie un certain nombre d'apprentis issus de prestigieuses écoles, mais plus généralement, comment s'organise l'armée de terre en fonction du besoin d'intelligence artificielle? Alors,
Comme je l'ai déjà dit, l'approche est vraiment centrée sur la SARO, section d'analyse de recherche opérationnelle, et le CEDAN, centre de la donnée et des applications numériques. Ça, c'est vraiment le cœur des compétences en appui numérique aux opérations. Néanmoins, l'armée de terre a aussi ses besoins en propre. Et les opérations sont une des parties, mais pour répondre aux problématiques de ressources humaines et de maintenance, qui sont traditionnellement des domaines où la donnée est importante, il faut savoir l'exploiter, etc. On a deux cellules qui travaillent au profit donc de la direction des ressources humaines de l'armée de terre, qui est située à Tours, et on a une section qui travaille à Satory, au profit de la SIMT, structure intégrée de maintenance du matériel terrestre. C'est un domaine néanmoins, donc ça c'est aujourd'hui, mais c'est un domaine où l'armée de terre a de grandes ambitions, de plus grandes ambitions, et ça commence par le niveau des ressources humaines, et donc depuis peu, on a des postes ouverts qui nous permettent de proposer à des stagiaires ou des alternants de prolonger leur contrat d'alternance par un contrat sous n'importe quelle forme, que ce soit sous statut civil et plus prioritairement sous statut militaire. Clairement, on a des postes d'officiers sous contrat spécialistes qui sont ouverts et que nous armons au fur et à mesure. Donc on passe pour information de 5, on fait un +2 actuellement, et l'année prochaine on sera de nouveau sur une phase de recrutement de 2 officiers, donc prioritairement des officiers, avec une capacité bien sûr à s'adapter au profil des candidats. Donc c'est vraiment un domaine en mutation, et autant sur le plan matériel l'équipement est en cours, autant sur le niveau RH il y a une nouvelle ambition qui est donnée, qui n'était pas au rendez-vous depuis les 10 dernières années. Est-ce qu'on peut imaginer quand même, comme dans certains conflits extrêmement récents, que l'intelligence artificielle aide tout ce qui est munitions rôdeuses, tout ce qui peut être aussi attaque par drone? Oui, en fait, dès que vous avez un problème d'optimisation, vous pouvez utiliser de l'intelligence artificielle. Bien sûr, la recherche opérationnelle, c'est un autre domaine qui permet aussi d'optimiser en fonction de contraintes, etc., d'arriver à une solution proposée, une solution meilleure que les autres, ce qui fait qu'on la propose à un décideur. Mais moi, je verrais plutôt ça, et pour reprendre l'artillerie, que l'intelligence artificielle, c'est quelque part une artillerie décisionnelle qui va prendre beaucoup de paramètres en entrée, donc c'est les données, et proposer une ou plusieurs solutions qui peuvent être génératives, qui peuvent sortir du cadre en mettant d'autres poids sur certaines des dimensions, je veux dire. Mais donc cette artillerie décisionnelle, ça équivaut à avoir un nouvel équipier numérique, c'est-à-dire qui vient vous aider à remplir la mission. Alors comme tout outil, ou comme tout équipier, vous l'utilisez dans la mesure de ses capacités. S'il ne vous sert pas, l'intelligence artificielle, si elle ne vous sert pas, vous la mettez de côté. Si vous avez un matériel trop encombrant, et par exemple vous prenez des optiques de combat parfois qui correspondent mieux à des actions défensives qu'à des actions offensives, et c'est pareil. Si cette optique ne vous convient pas, vous n'allez pas le prendre. Et l'intelligence artificielle, si son résultat ne vous convient pas, il faut que le chef soit en mesure aussi de dire je ne le prends pas. Est-ce qu'il y aura des spécialistes à terme, intelligence artificielle ou big data dans les régiments? Et à ce moment-là, vous imaginez peut-être qu'ils dépendront du ComCyber, de la DIRISI, un nouveau bureau? Aujourd'hui, vous avez compris qu'il y a une grande période de formation pour arriver à allier fonctionnel et technique. Déjà, les profils qui allient les deux sont assez rares. Et pour former un data scientist militaire, bien sûr, quelqu'un qui a fait un master 2, c'est-à-dire qui commence à mettre en œuvre de l'IA, etc., est tout à fait compétent dans son domaine, et il lui faudra acquérir au fur et à mesure de ses contrats la connaissance fonctionnelle. Aujourd'hui, sur comment est traitée l'intelligence artificielle ou comment elle est développée dans l'armée de terre, elle est traitée en premier lieu par l'association SARO-CEDAN. SARO, c'est la section d'analyse et de recherche opérationnelle, c'est la section dont je suis l'adjoint actuellement, qui s'appuie sur le CEDAN, c'est le centre de la donnée et des applications numériques, qui est situé à Arcueil, et qui met à disposition les puissance de calcul nécessaires, etc. et aussi qui effectue une centralisation des données particulièrement intéressante sur tout ce qui est système d'information. Donc cette association des deux permet à la SARO de l'état-major de l'armée de terre de donner un appui numérique aux opérations, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire d'aider le chef en opération. Et les développeurs, est-ce qu'ils seront à côté du soldat? Alors, jusqu'à un certain niveau, oui.
mais la rareté des compétences fait qu'on aura sûrement des jumeaux numériques jusqu'au plus bas niveau, c'est-à-dire au niveau du chef d'engin, d'avoir un jumeau numérique d'intelligence artificielle qui peut avoir, on parle souvent de jumeaux numériques pour les véhicules, tout à fait, qui va créer ou entretenir un jumeau numérique de combat pour proposer des solutions. Mais ça, c'est juste un équipier numérique et c'est pas une personne. Par contre, la personne qui vient servir en tant que data scientist, data engineer, data analyst, lui, sa position aujourd'hui, on la voit davantage au niveau supérieur où les données sont concentrées, parce que d'un autre côté, au combat, les transmissions font qu'on ne peut pas envoyer toutes les données qu'on génère. Donc bien sûr, on choisit celles qu'on transmet du niveau N-1 au niveau N et qui remonte la chaîne. Mais aujourd'hui, on est déployé en équipe d'appui numérique aux opérations au niveau des divisions. Si on était sur des grands exercices de l'année passée, 2023, je peux penser notamment à Orion ou à l'exercice BIA 23. Et on continue bien sûr en 2024-2025 sur ces grands exercices. Et à terme, on devrait avoir un spécialiste de la donnée ou un data scientist avec éventuellement une petite équipe pour mettre à jour, mais la mise à jour au niveau division et pour vraiment présenter la solution numérique intelligente à un chef jusqu'au niveau brigade. Vous pensez faire comprendre les enjeux, acculturer les soldats de quelle façon ? Alors il y a beaucoup de travail dans ce domaine-là. À commencer, et le soldat n'est pas la seule cible. Clairement, tous ceux qui génèrent de la donnée doivent être sensibilisés dans le fait que lorsqu'ils l'enregistrent, que leur format soit réutilisable, puisque clairement, une donnée qui retranscrit un comportement ou une décision humaine, pour nous, c'est de l'or. Clairement, c'est ce qui va donner de l'essence au moteur intelligence artificielle qu'on construit. Donc il y a cela, mais il y a aussi une approche très systémique, c'est-à-dire que lorsque on passe un contrat avec une entreprise civile qui va nous permettre de développer un matériel, etc., il faut que cette approche data-centrée soit inclue. C'est-à-dire qu'il faut lutter contre les formats propriétaires, c'est-à-dire le format qu'on arrivera très difficilement à décoder. Pourquoi ? Parce que celui qui va générer la donnée possède la donnée. Et donc, il s'agit aussi aujourd'hui, en complément des actions de sensibilisation, on arrête de traiter que du fichier Excel, on arrête de traiter de l'information qu'on appelle non structurée, un premier pas. Mais deuxième pas aussi, c'est justement de permettre cette réexploitation de la donnée qui, de facto, nous appartient. Et est-ce que dans ce domaine-là, on peut retrouver de la ressource ouverte qui viendrait directement des militaires ? Alors, la donnée militaire est habituellement au moins au niveau diffusion restreinte. Donc vous avez des choses, des ordres qui sont utilisés dans un contexte de formation initiale surtout, que vous trouvez en source ouverte, qui sont disponibles par moteur de recherche sur Internet. Mais dès qu'on passe dans le niveau entraînement, où là une force va s'entraîner et va appliquer des procédures qui sont inspirées de ce qu'elle ferait au combat. Déjà, elles sont en diffusion restreinte, donc vous ne les trouvez pas. Et c'est aussi le challenge que nous avons, c'est-à-dire de mettre à disposition de ceux qui travaillent avec nous des jeux de données qui soient exploitables, qui soient complets et qui leur permettent aussi de monter les outils dont nous avons besoin. Alors l'intelligence artificielle, elle peut aussi vous aider peut-être dans le domaine du retour d'expérience, presque du retour d'expérience prédictif. On peut séparer les deux, retour d'expérience et prédictif, mais oui, on fait bien du retour d'expérience pour reprendre ce qui n'a pas été. Clairement, nous travaillons sur la récupération des données des systèmes d'information, je pense à CICES et à SIAC2, mais on travaille aussi à entraîner une intelligence artificielle sur ces données pour rendre un résultat dès que l'utilisateur a posté ces données. On travaille notamment avec les structures d'entraînement, le centre d'entraînement tactique, le CENTAC, pour récupérer ces données au jour d'aujourd'hui. Mais clairement, on est en train de se rapprocher du commandement de ces infrastructures pour créer un projet qu'on appelle Vegas, qui, avec l'outil Cerber et les données tactiques, nous permettent de bien faire comprendre à une intelligence artificielle quels sont les points importants qui permettent de dire telle mission est réussie ou telle mission n'est pas réussie. Ou plus finement de dire, ok, là on est à 5 sur 5, à 4 sur 5, à 3 sur 5 ou en dessous. Voilà. Et donc on est en train de récupérer ces deux jeux de données justement pour permettre en extraire les dimensions d'importance et plus tard, bien sûr, à réutiliser ça au niveau tactique réel, hors entraînement, justement pour dire, voilà, la mission, elle se rend bien, elle se rend pas bien. Donc là, on est plus sur un outil de conduite.
Donc on parle là de niveau, peut-être de niveau stratégique, de niveau tactique, vous venez d'en parler, et de niveau opérationnel. L'IA est déjà présente dans ces 3 niveaux ? Alors, personnellement, j'ai pas connaissance d'outils qui mettent en œuvre de l'IA au niveau stratégique, mais c'est moins mon niveau. Au niveau opérationnel, par contre, oui, on peut avoir l'IA qui va proposer une décision. Clairement, on est dans le cœur du sujet. Quand on descend à plus bas niveau, au niveau tactique, on a tout ce qui est combat collaboratif. Je vous ai parlé de jumeaux numériques, etc. On est vraiment dans ces approches de logistique. Et il y a une partie de la compétence militaire qui travaille à la structure intégrée du matériel et de la maintenance terrestre, qui est la SIMT, justement sur ces problématiques logistiques. Et après, on a au niveau tactique, bien sûr, les intelligences artificielles embarquées qui tournent pour assurer le déplacement, le positionnement, etc. des robots, par exemple, ou des drones. Donc là-dessus, on a plusieurs domaines d'investissement prioritaires qui sont identifiés et qu'ils soient au niveau tactique opératif, clairement, le driver, ce qui nous motive et ce qui déclenche la mise en œuvre d'une intelligence artificielle, c'est bien la question qui est posée. Et si elle l'est au niveau stratégique et l'IA nécessitant des données, ayant ces données, on pourra répondre à une question du niveau stratégique. Alors ça va donner pour un grand nombre de militaires une nouvelle façon de travailler et on peut avoir cette peur qui est quelque chose de l'ordre de la perte d'autonomie du soldat, voire de sa déresponsabilisation. Oui, alors c'est une question qui peut angoisser certains, mais qui ne nous angoisse pas, en tout cas en tant que spécialiste du domaine. Clairement, la responsabilité ne se partage pas. Lorsque vous avez un pilote dans une voiture, pour reprendre un domaine d'application de l'intelligence artificielle plutôt civile, voilà, c'est le conducteur qui garde la main. Et au niveau des opérations, là où la responsabilité du chef est encore plus forte, on n'imagine en aucun cas qu'une IA prenne la main sur l'ensemble du cycle décisionnel. L'IA est bien en appui, c'est une option importante qui gagne en importance. Quand on parle d'équipier numérique, c'est pas anodin quand on est au niveau d'une division, mais c'est bien un outil. Et le combat, c'est pas... Enfin, on s'entraîne beaucoup dans l'armée de terre parce que le combat, c'est pas une affaire de novice. Il faut apprendre beaucoup pour restituer peu en conditions de combat. Et donc, quand on arrive à ce niveau d'expertise, pour reprendre l'image de la voiture, le pilote professionnel de rallye, il va désactiver l'antipatinage. Parce que justement, il va devoir jouer sur cette capacité à patiner pour pouvoir passer certains virages plus rapidement. Et l'IA, pour nous, c'est exactement pareil. C'est un outil dont il faut bien connaître les limites et les possibilités qu'on peut utiliser et que parfois le chef mettra de côté et ça sera sans aucun état d'âme. Clairement, cet outil vient démultiplier l'intelligence humaine, tout simplement, lui permettre de gérer un flux de données qui est au-delà de sa portée, mais sans le remplacer. Alors cette IA, c'est bien une révolution aussi dans la rapidité des changements. Que voyez-vous, mon colonel? Un saut quantitatif, un saut qualitatif? Est-ce qu'on va vers ce que certains appellent, je crois, l'intelligence artificielle forte? Alors, on a, comme dit, vu tout ce qu'on a évoqué, cette intelligence artificielle forte, elle est envisageable, et envisageable surtout si elle est liée à des effecteurs, mais en aucun cas elle est envisagée. La responsabilité, elle est pleine et entière du chef. Lorsque le chef demande à son unité subordonnée de remplir une action cinétique qui va engager la vie de ses soldats et bien sûr avoir un effet sur l'ennemi ou l'adversaire, c'est une décision qu'il faut prendre en toute responsabilité et c'est pas une intelligence artificielle qui passera devant un tribunal. Merci colonel Gensbittel de nous avoir frayé un chemin dans cette jungle numérique entre Tron et Indiana Jones. En attendant de nouvelles données collaboratives, retrouvons-nous à nouveau bientôt pour Combat Futur, le podcast du CCF.